je voudrais maintenant, ayant essayé de clarifier un petit peu ce problème de la définition du terrorisme, je voudrais maintenant, si vous le voulez bien, parler de l'influence que l'exemple algérien, de la guerre d'Algérie, que cet exemple a pu avoir comme influence dans le développement du terrorisme sur le plan planétaire. Et là, vous me pardonnerez de raconter une petite anecdote très courte. Nous étions encore à l'époque du président Giscard d'Estaing et j'écoutais banalement la radio le matin en prenant mon petit déjeuner. J'entends tout d'un coup quelqu'un vociférer à la radio. Une dame, madame, alors c'est l'épouse de Mohamed Yazid, qui était un membre du FLN, qui était responsable du lobbying du FLN pendant la guerre d'Algérie à l'ONU. Et son épouse se plaignait, parce que, évidemment, son mari avait, elle aussi, peut-être en tant que femme de diplomate, je ne sais pas, avait un statut diplomatique, et je ne sais pas trop quel incident s'était passé dans un aéroport, et donc elle en a profité pour faire des déclarations extrêmement vigoureuses sur autrefois, du genre. Je résume, évidemment, pardonnez-moi de simplifier un petit peu, mais en résumé, autrefois, on nous traitait comme des félagas, on nous traitait de ceci et de cela, et aujourd'hui, eh bien, on est bien obligé de nous déplier le tapis rouge. Bon. Et cependant, il y en a qui n'ont toujours pas compris et qui continuent à nous traiter comme si nous étions des... Bon. Le terme extrêmement violent, extrêmement insultant. Pour l'anecdote, et je passerai tout de suite à autre chose, j'ai attendu vainement pendant 3 jours une réaction quelconque d'une autorité française. Il n'y en a pas eu. Ça a été d'une violence inouïe, d'une grossièreté inouïe. Il n'y a eu aucune réponse du côté français. Peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que cette dame a dit. Autrefois, on nous traitait de hors-la-loi, de félaga, de ceci, de cela. Et maintenant, on nous déploie le tapis rouge. Et ceci a eu une très grande influence, je pense, non seulement au Proche-Orient, mais plus tard dans le monde entier. En effet, beaucoup de terroristes ou d'apprentis terroristes ou de terroristes en puissance se sont dit, ben, si après tout les Algériens l'ont fait, pourquoi nous ne le ferions pas aussi? Et à vrai dire, vous savez, pour un historien, les choses sont relativement simples. Il faut toujours suivre la chronologie. Nous avons une chronologie qui est toute très claire, n'est-ce pas? La guerre d'Algérie se termine en 1962, et à la fin de cette même décennie, il y a 2 dates extrêmement importantes. L'une, c'est la réunion de l'organisation de la conférence islamique en 1969 à Rabat. Cette conférence, prenant prétexte d'un incident qui s'était produit à la grande mosquée de Jérusalem, j'ai oublié les détails, cette réunion prenant prétexte de cela lançait un appel à tous les musulmans, au fond, du monde, pour qu'ils défendent, renouvellent, stimulent leur identité islamique partout, dans tout ce qui constitue le Dar al-Islam. Et donc, on a vu effectivement, à partir de là, s'amplifier ce mouvement qu'aujourd'hui, on appelle peut-être d'une manière un peu trop simple, trop rapide, l'islamisme, mais enfin, l'importance, c'est ce mouvement de 1969. Et dans l'année qui suit, vous avez l'apparition du, comment s'appelle-t-il, FDLP, Front de défense de la Palestine, et Septembre Noir. Donc nous avons en 1970 Septembre Noir, les détournements massifs d'avions au Proche-Orient. Nous avons évidemment la réaction qui a été celle du gouvernement du roi de Jordanie. Et puis en 1972, il y a Munich et les événements que je n'ai pas besoin de rappeler. Donc
si vous voulez, je suis pour ma part persuadé que l'exemple de la guerre d'Algérie a en quelque sorte diffusé. Il a diffusé au Proche-Orient, mais il a diffusé aussi dans d'autres régions. Et nous sommes aujourd'hui devant un phénomène, comme je l'ai dit, planétaire. N'oublions pas, revenons-en, si vous voulez, alors à cet exemple du conflit algérien, et j'évoquerai quelques épisodes, pas tous, mais enfin un certain nombre d'épisodes. Alors pardonnez-moi si je ne suis pas exhaustif, je n'évoque que quelques épisodes, mais il y en a beaucoup plus. Le conflit algérien comportait de nombreux épisodes relevant de cette définition, c'est-à-dire à savoir le fait de s'en prendre délibérément à des civils innocents. Alors il y a d'abord les massacres du Constantinois le 20 août 1955, nous en reparlerons, en particulier les massacres d'El Alia et d'Ain Abid. Et bien sûr, il y a aussi les attentats à la bombe perpétrés dans Alger en 1956 et 1957, dans le cadre de ce qui a été appelé plus tard la bataille d'Alger. N'oublions pas, bien sûr, le massacre collectif de Mélouza le 27 juin 1957. Je rappelle que Mélouza était un village musulman entièrement habité de gens qui s'étaient manifestés comme hostiles au FLN et favorables à un mouvement nationaliste rival qui était le MNA, souvent désigné par l'appellation globale de messaliste. Donc il s'agissait d'un village messaliste que le FLN a attaqué. Alors, on dit parfois que le village a été rayé de la carte. Je pense que ce n'est pas tout à fait exact. Je pense que ce sont les hommes qui ont été massacrés. Bon, il y a eu certainement aussi des victimes parmi les femmes et les enfants, mais pas systématiquement. Enfin, je crois que je ne me trompe pas en disant cela. Et bien sûr, alors, quelque chose qui est très mal connu encore, et dont on ne parle, pour ainsi dire, enfin, on en parle maintenant, grâce d'ailleurs aux efforts que certains d'entre nous ont pu faire dans ce sens. On parle rarement, on n'a pas parlé suffisamment en tout cas, des enlèvements d'Européens qui ont été perpétrés après le 19 mars 1962, c'est-à-dire après le cessez-le-feu, ou prétendu cessez-le-feu, ou cessez-le-feu officiel, donc entre le FLN et le gouvernement français. Ces enlèvements d'Européens ont touché, je parle bien des enlèvements, car là aussi il faut que le vocabulaire soit très précis. Les enlèvements d'Européens ont touché plus de 3000 personnes, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de 3000, je crois que le chiffre qu'on avait à un moment c'était 3600 et quelques, enfin, il y a eu plus de 3000 personnes enlevées. Lorsque certains historiens ont travaillé sur les listes ensuite de ces personnes enlevées, alors en éliminant certaines erreurs, en éliminant des cas un petit peu confus et pour lesquels on manquait de preuves, mais pour lesquels de nombreuses recherches ont été effectuées, bon, on reste à un chiffre très important qui est celui des personnes qui sont disparues et dont la disparition a été constatée juridiquement. Alors il semblerait, d'après des recherches qui ont été faites récemment par un historien qui s'appelle Jean-Jacques Jourdi, il semblerait que le chiffre, alors des disparus, je ne parle plus là des personnes enlevées, le chiffre des disparus dont la disparition a été constatée juridiquement serait de l'ordre de 1700. Bon, il faut y ajouter aussi des personnes qui, ayant été enlevées, ne sont pas considérées comme des disparues, tout simplement parce qu'elles ont été assassinées et qu'on a retrouvé leur cadavre. Donc, si vous voulez, il y a différentes catégories. Tout ça est très complexe. Je propose qu'on ne s'attache pas aux chiffres de manière trop stricte. Ce sont des recherches. Des gens font des efforts, ils travaillent sur des listes. Il faut les laisser travailler. Je pense en tout cas que ce phénomène des enlèvements suivis de disparitions pour un nombre considérable de ces personnes fait partie du terrorisme, car
et c'est là une manipulation extrêmement perverse de l'histoire à laquelle tentent de se livrer certains, on essaye de faire croire aujourd'hui que ces personnes enlevées l'ont été par le FLN, mais dans le cadre de la lutte contre l'OAS, c'est-à-dire que les gens qui ont été enlevés auraient tous été des gens de l'OAS. C'est très difficile de valider de telles affirmations, et les gens qui le font seraient bien en peine d'apporter des preuves sérieuses à ce sujet. Je pense, pour ma part, que ces enlèvements, et souvent suivis d'assassinats d'ailleurs, relèvent tout à fait de la catégorie du terrorisme. En revanche, je pense que le problème du massacre des Harkis ne se situe pas tout à fait dans le même cadre. En effet, non seulement ces massacres, bon, je sais que certains ont débuté avant l'indépendance et même tout de suite, dès après le cessez-le-feu, mais tout de même, l'ampleur en a été surtout grande après la proclamation de l'indépendance. Ils se sont pour l'essentiel déroulés après donc la proclamation de l'indépendance. À mon avis, cela relève d'une catégorie différente, peut-être même plus complexe. Il y a d'abord dans le massacre des Harkis, alors là aussi, ne me demandez pas combien il y en a eu, les chiffres ne sont pas établis de manière absolument scientifique. Je ne veux pas me lancer dans des discussions, des querelles de chiffres. Peu importe, plusieurs dizaines de milliers de Harkis ont été massacrés. Ceci n'est pas ni contesté ni contestable. Mais à quoi cela rimait-il de la part du FLN, qui avait obtenu son objectif politique de l'indépendance? Eh bien, d'abord, il y avait la nécessité, l'urgence même, de supprimer une catégorie de la population qui était dans l'opposition à ce régime et qui était armée. Donc il y a eu deux phases. Les Harkis ont été souvent désarmés par les autorités administratives et militaires françaises dans un premier temps et massacrés ensuite par le FLN dans un deuxième temps. Il est vrai aussi que parfois le FLN s'est attaqué aux familles. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il s'est systématiquement attaqué aux familles des Harkis. Il y a des cas, bien sûr, on en a relevé. Toujours après l'indépendance. Et puis, il y a une troisième motivation qui est plus complexe à saisir, parce qu'elle est largement irrationnelle. Il s'agissait d'infliger aussi des souffrances à une catégorie de la population considérée comme traître et considérée d'une certaine façon comme impure. Donc, souvent, ces violences n'avaient pas pour but, comme par exemple dans un certain nombre d'interrogatoires, d'obtenir des renseignements, mais ils avaient tout simplement pour but d'humilier une certaine catégorie de la population.